Bonjour à tous, très belle matinée à vous sur France 3. Soyez les bienvenus dans 9h50 le matin en Auvergne-Rhône-Alpes, votre magazine préféré, je le sais, on me l'a dit. Nous sommes le mardi 27 mars. Tout de suite, un petit coup d'œil sur le sommaire d'émission d'aujourd'hui. On va commencer avec cette question. Où va le monde entre la disparition des abeilles, la montée des eaux dues au changement climatique, les maladies causées par l'agriculture intensive et une industrie agroalimentaire devenue folle? Et bien on se demande ce que l'homme peut encore faire pour éviter la catastrophe. Eh bien tout espoir n'est pas perdu. Il se passe quasiment pas une seule journée sans annonce angoissante sur l'avenir de la planète. Je pense que vous l'avez remarqué, entre les glaciers qui fondent et qui font monter le niveau des océans, les abeilles qui sont de moins en moins nombreuses pour assurer la pollinisation et l'apparition de maladies qui sont, elles, liées à la multiplication des produits chimiques, et ben on se demande où on va. On a un petit peu raison, mais il paraît qu'on peut encore faire quelque chose. Comment? Réponse avec notre invité. Bonjour Wilfried Sanchez. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'une fondation qui est implantée à Valence. Je rappelle que c'est dans la Drôme pour les mauvais en géographie. C'est la fondation Rovaltin, dont l'objectif est d'aller vers un monde sans pollution. Alors j'allais dire, c'est pas une tâche immense, c'est une tâche un petit peu démesurée, non? Sans vouloir vous décourager. Non, vous ne me découragerez pas. J'imagine bien. Effectivement, il y a de nombreux sujets à appréhender. On a fait le choix d'une approche qui est pragmatique, une approche basée sur la science. Notre objectif à la Fondation Rovaltin, c'est vraiment de mettre en relation la communauté scientifique, porteuse d'innovation, porteuse de solutions, et l'ensemble des acteurs de notre société qui peuvent avoir des questions sur ces sujets santé-environnement, que ce soit les acteurs du monde économique, mais également le grand public. Alors, c'est vrai que quand on voit les causes des catastrophes qui nous menacent, finalement, on converge un peu vers la science, parce que la science apporte tous ses bienfaits et tous ses pendants. Alors, comment les scientifiques qui sont quand même un petit peu à l'origine de tout ça, même si vous allez me dire c'est nous qui faisons de la science que nous voulons bien en faire, comment ces gens-là vont être capables d'écouter le discours que vous leur tenez? Alors, effectivement, l'innovation, enfin la science est porteuse d'innovation, et avec chaque innovation arrive son cortège d'avantages, mais aussi son cortège de risques. Et donc charge à nous, l'ensemble de la société, de trouver le bon équilibre entre les avantages de nos innovations et les risques qui y sont associés. Et c'est effectivement un axe de travail important de la communauté scientifique, des acteurs de la recherche, mais également des utilisateurs, qu'ils soient économiques ou simplement le consommateur. Oui, alors vous nous avez écouté, tout à l'heure on discutait avec Pierre-Henri Quay, donc de la Lune et d'éventuelles bases lunaires qu'on pourrait construire avec des imprimantes 3D. Et vous me donniez l'exemple de l'imprimante 3D qui utilise le plastique en chauffant. Dégage des gaz un petit peu nocifs. Alors justement, sur un exemple comme celui-là, comment est-ce qu'on résout le truc? C'est que c'est formidable, les imprimantes 3D, mais il faut trouver une parade aux effets négatifs. Oui, alors effectivement, l'imprimante 3D, c'est une innovation qui est révolutionnaire. Ouais. On va pouvoir imprimer énormément d'objets de notre quotidien en 3D, donc énormément de flexibilité. Et avec l'arrivée de cette technologie, effectivement, un certain nombre d'études qui nous montrent que le processus d'impression 3D va libérer un certain nombre de molécules qui sont connues pour être toxiques sur la santé humaine. Comment on va maîtriser ça? Tout simplement en adaptant les postes de travail des gens qui font de l'impression 3D. Pourquoi pas en mettant les imprimantes 3D sous des hottes aspirantes qui vont pouvoir filtrer les molécules qui sont rejetées par les impressions 3D. Est-ce que c'est aux scientifiques, finalement, à qui on pourrait demander, quand vous inventez quelque chose, trouvez la parade pour les effets négatifs de ce que vous inventez? C'est complètement fou comme raisonnement? Non, pas du tout. Alors, effectivement, ça se fait dans certains cas, pas toujours, parce que l'innovation, elle ne vient pas d'une découverte scientifique autoporteuse. Voilà, c'est une application. C'est ça, ce qui arrive dans nos magasins ou dans notre maison, c'est l'accumulation d'un certain nombre de découvertes scientifiques. Ouais. Et à côté de ça, on a effectivement un certain nombre de sciences, de disciplines scientifiques qui vont plus spécifiquement s'intéresser à ces problématiques de danger et de risque. D'où l'intérêt d'avoir des approches dites multidisciplinaires, où on va faire travailler des ingénieurs qui vont développer des procédés
à côté de gens qui vont s'intéresser plutôt aux effets sur la santé ou sur l'environnement de ces procédés. Donc c'est un travail commun et vous êtes là pour mettre les gens en relation, pour les éveiller à ces problèmes. Sur la question des abeilles, par exemple, pour sauver les abeilles, est-ce qu'il y a une solution qui est rapide et efficace ou pas? Puisqu'il y a une urgence. Oui, alors effectivement, il y a une urgence à sauver les abeilles, il y a plus largement à sauver les insectes pollinisateurs, qui sont un pilier important de notre système. Voilà, l'abeille n'est pas le seul insecte pollinisateur, mais c'est un symbole. C'est ça, effectivement. L'abeille est un symbole qui nous permet de communiquer assez efficacement auprès du public et de le sensibiliser aux dangers qui pèsent sur ces insectes et plus largement sur la biodiversité. On en parle énormément en ce moment avec la conférence de l'IPBES. Donc effectivement, pour les abeilles, c'est un problème comme de nombreux problèmes environnementaux qui est multifactoriel. On cite très fréquemment les produits phytosanitaires, mais on pourrait également citer l'aménagement du territoire, puisque les abeilles ont besoin de nourriture, elles ont besoin d'abris pour vivre, et le développement de notre société leur enlève un certain nombre de ressources alimentaires, un certain nombre d'abris. Voilà. Donc la solution, elle est également multifactorielle. Elle peut passer par une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et on voit à l'heure actuelle qu'au niveau européen se mettent en place un certain nombre de réglementations pour limiter l'utilisation d'un certain nombre de molécules dites critiques pour les pollinisateurs. Mais elle passe aussi par des politiques d'aménagement de notre territoire adaptées aux pollinisateurs, avec de la réimplantation de haies, avec le retour d'un certain nombre de plantations adaptées aux abeilles. Voilà, de nombreuses. Effectivement, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution, effectivement. On verra dans un instant sur justement ce que vous proposez. On est toujours avec Wilfried Sanchez, qui est le directeur général de la Fondation Rovaltin, qui, je le rappelle, agit pour un monde sans pollution. Fondation implantée à Valence, dans la Drôme. C'est que la prise de conscience, par exemple, des méfaits de l'agriculture conventionnelle est relativement récente. On voit le succès grandissant du secteur bio, mais ça reste quand même une niche, comme on l'appelle aujourd'hui. Comment donner accès à tous à une nourriture de qualité respectueuse de l'environnement? Tout simplement. C'est une question qui est assez compliquée parce qu'effectivement, on est réputé quand même en France pour avoir un système agroalimentaire qui est relativement sûr et qui est extrêmement contrôlé. Bon, effectivement, après, différentes visions de cette agriculture s'opposent, avec une agriculture très industrielle, une niche qui est en train de monter qui est le bio, et entre tout ça, différentes autres alternatives, notamment l'agriculture raisonnée, où on utilise des substances chimiques, mais de manière un petit peu plus raisonnée que l'agriculture industrielle. Ouais, donc aujourd'hui, il y a des pistes pour permettre à la population de se nourrir sans empoisonner la planète? Alors, oui, alors, il y a effectivement de nombreuses pistes. On l'évoquait à l'instant. On a le bio qui monte, le développement de l'agroécologie, de l'agriculture raisonnée. Voilà, il y a eu une prise de conscience effectivement sur l'état de notre planète, avec des scientifiques qui ont récemment poussé un cri d'alarme sur le mauvais chemin sur lequel était engagée notre société. Ce message devient de plus en plus audible et on voit se développer effectivement un certain nombre d'initiatives. Vos actions au quotidien, c'est quoi justement pour faire avancer la machine dans le bon sens? Nous, notre action, on est convaincu que le consommateur est un levier important du changement et que c'est un levier d'autant plus important s'il est informé et conscient du pouvoir qu'il a entre ses mains. Et donc à la Fondation Rovaltin, on a fait le choix d'organiser tout au long de l'année des cycles de conférences pour justement sensibiliser le grand public. Pour une prise de conscience, en fait, vous voulez nous dire que le pouvoir, il est entre nos mains, ce qui est tout à fait, moi je suis d'accord avec vous, comme on le dit souvent, on a le pouvoir de choisir ce qu'on achète et ce qu'on n'achète pas. À partir de ça, effectivement, on devient responsable et on peut orienter le monde dans lequel on va vivre. C'est ça, exactement. Merci beaucoup.